Salut les amis de la data. Aujourd'hui, nous allons parler de SHAP. Comme vous pouvez le constater, nous avons un thème ici intitulé Découvrir SHAP, expliquer et booster vos modèles de machine learning, tutoriel complet. Parfait. Justement, vous pouvez constater, nous avons une architecture ici, on y reviendra. Alors, on peut se poser la question suivante, c'est quoi SHAP? SHAP est une bibliothèque puissante pour interpréter les modèles de machine learning et comprendre l'impact des caractéristiques sur les prédictions. On y reviendra. Le mot-clé caractéristique, comme vous pouvez le constater en machine learning ou en deep learning, en gros, en data science, les caractéristiques ici, on fait allusion tout simplement aux variables. C'est quoi? Implémentation, prise en charge. Quels sont les modèles pris et en charge par SHAP? Nous avons ici le modèle d'arbre de XGBoost. Nous avons LightGBM. Nous avons le CatBoost, Scikit-learn et PySpark. Parfait. Trêve de bavardage. Voyons voir ce que cette bibliothèque nous offre comme fonctionnalité ou avantage. Mais avant de voir tout cela, rassurons-nous que SHAP est bel et bien installé sur notre machine. Pour le faire, c'est très simple. Je vais faire donc une recherche sur la barre de recherche de mon ordinateur justement ici. Je peux taper, soit vous pouvez passer par l'invite de commande ou vous pouvez utiliser le prompt d'Anaconda. Je vais utiliser le prompt d'Anaconda. Donc, je vais taper prompt, donc Anaconda comme ceci. Alors, si vous voulez l'installer depuis Anaconda, comme vous pouvez le voir, nous utilisons ici l'environnement virtuel par défaut, qui est base ici, comme vous pouvez le constater, d'Anaconda. Alors, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais dire conda install-c conda forge cap. Ça, c'est la première méthode. Vous pouvez l'installer en utilisant conda ou encore, vous pouvez utiliser directement pip. Donc, pip install sharp, comme vous pouvez le voir. Et vous l'installez. Ça sera installé directement dans cet environnement virtuel par défaut d'Anaconda. Une fois que c'est fait, vous tapez tout simplement, comme vous pouvez le voir, pour lancer votre notebook. Vous avez ici deux choix, soit Jupyter Notebook ou Jupyter Lab. Mais moi, j'aime bien utiliser Jupyter Lab. Donc, vous tapez Jupyter Lab comme ceci. Vous validez par la touche Entrée. Alors, si pour vous, vous préférez utiliser Jupyter Notebook, vous tapez Notebook comme ceci. Voilà, vous validez par la touche Entrée. Et une fois que c'est fait, vous allez vous retrouver justement ici. Ceci sera lancé. Ouais. Alors ici, on retrouve notre fichier, notre notebook, si vous voulez bien, SHAP, que j'ai renommé bien sûr. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Le but ici, c'est de pas faire tout ce qui est pré-traitement de données, nettoyage des données, du EDA, l'analyse explorateur de données. J'en ai pas besoin ici. Le but, c'est de vous montrer l'avantage, la puissance de cette bibliothèque SHAP, comme vous pouvez le voir. Donc ici, ce que nous allons faire, c'est quoi? On va tout simplement dérouler pas à pas chaque cellule ici et essayer un peu de comprendre ce que ça nous donne. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai importé NumPy, j'ai importé Pandas et dans Scikit-learn, j'importe tout simplement depuis le module ensemble, j'importe tout simplement cet algorithme, le East Gradient Boosting Classifier, puisque le problème que je vais résoudre, c'est un problème de classification. Il faudrait que je puisse faire un bon choix effectivement d'un algorithme propre à tout ce qui est classification. Ouais, donc c'est comme ça. Il faut faire donc une bonne sélection du modèle de classification ici. Comme vous pouvez le voir, moi j'ai opté pour East Gradient Boosting Classifier. Voilà. Et ici, nous avons dans Scikit-learn, on importe depuis le selection, on importe tout simplement également cette fonction si vous voulez bien, train test split qui consiste tout simplement de séparer vos données du test et d'entraînement. Voilà. Et parfait. Ici, qu'est-ce que je fais? Je crée donc une variable data pour effectivement lire mon fichier CSV. Ici, train and test CSV. En fait, c'est tout simplement des données de Titanic, tout simplement. Voilà. Et comme vous pouvez le voir ici, j'affiche les 5 premières observations de mes données hein, en utilisant la fonction head, comme vous pouvez le constater. Et voici toutes ces caractéristiques. Voilà. Vous allez remarquer ici, on parle de caractéristiques. Je reviens sur PowerPoint. Hein. Vous avez vu, on parle de caractéristiques ici. Regardez ici. SHAP est une bibliothèque puissante pour interpréter les modèles de machine learning et comprendre l'impact des caractéristiques sur les
prédiction. Donc les caractéristiques ici, c'est tout simplement les variables de vos datasets exclus. Donc il faut exclure tout simplement la variable cible qui est y. Alors, la variable cible ici, y, c'est quoi? Ben, c'est tout simplement cette variable qu'on peut le voir, survives. Regardez ici, c'est même mal renommé. Et voilà pourquoi c'est très important de faire le data cleaning, voilà, à la machine. Vous voyez, c'est très important. Donc, vous allez voir juste après, on va effectivement renommer cette variable-là. C'est-à-dire, c'est notre cible. Qu'est-ce qu'on veut voir, qu'est-ce qu'on veut faire? Ben, on veut voir quels sont les passagers qui ont survécu tout simplement au Titanic, vous voyez, qui ont survécu lors du naufrage tout simplement du Titanic, vous voyez. Alors, c'est très important. Alors, quelle est la variable qui nous permet en fait, effectivement de déterminer cela? Eh bien, c'est bel et bien la variable survives. Et comme vous pouvez le voir ici, la toute dernière variable que vous voyez ici, caractéristique. Vous voyez? Voilà, c'est très important. Donc, il faut poser la question de savoir avec, qu'est-ce que vous voulez faire avec vos données, quelle est la variable cible. Une fois que vous avez identifié la variable cible, alors le reste des variables restantes, considérez cela comme features, c'est-à-dire X, comme vous pouvez le constater. Parfait. Donc, une fois que nous avons compris cela, c'est très bien. Alors, la suite, c'est quoi? Je vais tout simplement afficher les lignes et des colonnes tout simplement de mes données. Alors, quelle est la fonction qui nous permet de le faire? C'est la fonction shape. Voilà. J'applique ici la fonction shape et ici, j'ai mes lignes et mes colonnes. Comme vous pouvez le constater, je déroule et à partir de là, c'est très important cette fonction info. La fonction info consiste tout simplement de vous afficher les informations concernant, c'est-à-dire des caractéristiques de vos variables ou encore les variables tout simplement de vos données en vous donnant tout simplement les types de chaque variable et puis les nombres de valeurs en fait contenant tout simplement en fait les nombres de lignes de chaque variable. Comme vous pouvez le constater ici, la première variable ici qui est tout simplement l'ID des passagers, hein, qui est tout simplement la variable qui commence à l'indice 0 ici, parce qu'en Python, l'indice ici commence à partir de 0. Ouais, le type de cette variable, nous avons un entier de 64 bits. Et ici, l'âge également, c'est un float tout simplement de 64 bits. Jusqu'à ce que on va se retrouver à la toute dernière variable qui est tout simplement ce vibes. Cette variable est vraiment mal nommée. Mais vous allez voir juste après, on va renommer cela. Alors, ici, nous avons ici, le type de cette variable, c'est un entier de 64 bits. Par contre, tout ce qui est, voilà, nettoyage, data cleaning, pré-traitement de données, on n'en a pas besoin pour l'instant. Moi, ce que j'ai fait, c'est quoi? J'ai justement renommé. Regardez ici, j'ai renommé cette variable de uSurvives par survives, c'est-à-dire j'ai bien et bien renommé cette variable-là. Et ensuite, j'applique in place, c'est-à-dire pour que la modification puisse être d'une manière dynamique. Voilà. Rapidement, sans pourtant créer une autre variable pour stocker les changements tout simplement en utilisant la fonction ou encore le paramètre in place que j'ai initialisé à true. Parfait. Donc, qu'est-ce que je fais? J'affiche pour essayer un peu de voir si tout s'est bien passé. Et quand je vérifie, vous voyez, là j'ai maintenant ce verbs avec S, il n'est plus le chiffre 2, mais cette fois-ci la lettre S. Voilà. On continue. Donc, comme vous pouvez le constater ici, nous avons sélectionné P-class, âge, fur et sexe. Donc, comme nos caractéristiques, c'est-à-dire nous avons juste quatre variables ici. Et quand nous avons effectivement stocké tout ceci dans cette variable x, qui est tout simplement nos features, qu'on a stocké dans cette variable x, et puis nous avons appliqué cette fonction values pour qu'on puisse avoir un tableau NumPy comme ceci, hein. Donc voilà, donc nous avons un tableau NumPy, et on fait la même chose avec la cible. La cible ici c'est survived, et donc ici je fais la même chose, j'applique aussi la fonction values pour que y aussi puisse être tout simplement un vecteur. Voilà, un vecteur bien sûr, avec le type ici, comme vous pouvez le voir, nous avons le type ici int de 64 bits. Parfait. Voilà. Et ici, ce que nous allons faire ici, c'est quoi? Nous avons, nous allons donc séparer nos données, des données d'entraînement et des données du test. C'est très important, la loi des Pareto. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai X-Train, X-Test, Y-Train, Y-Test. On applique tout simplement cette fonction train test list. Et cette fonction attend tout simplement le X qui représente tout simplement les caractéristiques et Y ici qui représente la cible et test size qui est tout simplement le données du test qu'on veut donner. Par exemple ici, j'ai initialisé à 20%. J'ai dit, bah écoute, dans les 100% de mes données, tu prends 20%, tu donnes tout simplement aux données du test et le reste des pourcentages, tu donnes ça aux données d'entraînement. Dans 100%, on enlève 20, il va rester 80. Donc, ce qui signifie
que nous avons 80% de données d'entraînement et 20% des données du test. Ce que ça signifie, et là, je contrôle les valeurs aléatoires, tout simplement. Paramètre ici, random state égale 42, qui peut être 0, qui peut être 1, 2, 3, donc libre à vous, bien sûr, hein. Et par la suite, qu'est-ce que je fais? Je J'affiche tout simplement le nombre de lignes et le nombre de colonnes tout simplement de en fait, ces features, c'est-à-dire ces données qui sont effectivement là séparées, hein. Donc je prends xtrain, je fais le shape, je fais xtest, je fais le shape, ytrain, je fais le shape et ytest, je fais le shape pour effectivement vérifier si réellement la fonction train test list a bel et bien séparé mes données respectant le nombre de pourcentage, c'est-à-dire les 80% pour les données d'entraînement et le 20% pour les données du test. Voilà. Et par la suite, qu'est-ce que j'ai fait? J'importe tout simplement Shape, ma bibliothèque, hein. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'entraîne mon modèle et j'ai fait appel tout simplement à cet algorithme East Gradient Boosting Classifier. Et là, effectivement, j'essaie de contrôler les valeurs aléatoires. Donc, avec le paramètre random state égale 0, libre à vous de mettre ce que vous voulez, n'importe quelle valeur de type entier, bien sûr. Comme vous le constatez ici, nous l'avons importé justement ici, hein, voilà, depuis le début. Et donc là, ce qui se passe, c'est quoi? Euh, voilà, et je l'appelle. Ici, j'appelle tout simplement mon algorithme, hein, et j'initialise ce paramètre, ou encore, si vous voulez bien, cet argument random state à 0. Et j'utilise la fonction fit qui consiste tout simplement d'entraîner le modèle, hein, test. Et là, j'utilise xtrain et ytrain. Et par la suite, vous avez tout ceci, hein, vous allez avoir cette arborescence-là, voilà, que j'utilise bel et bien cet algorithme. Et ce que je fais, c'est quoi? Je fais donc appel à cette bibliothèque que je viens d'importer, Shape, justement ici, hein, comme vous pouvez le voir. Parfait. Et là, je vais donc créer donc une variable que je vais appeler explainer. Donc explainer qui va donc faire quoi? Je fais donc appel à ma bibliothèque et dans cette bibliothèque, j'ai tout simplement, si vous voulez bien, une méthode ou une fonction que je vais faire appel tout simplement depuis Shape. Et qui attend quoi? Ben, qui attend tout simplement le modèle. Le modèle ici, c'est quoi? Ben, c'est tout simplement tout ceci. East Gradient Boosting Classifier. Voilà, quand je viens d'injecter tout simplement dans cette fonction que vous pouvez le voir ici, ou cette méthode, si vous voulez bien, pour les puristes. Ceux qui ont fait la programmation orientée objet vont parler euh, de méthode. Voilà, ils vont parler de méthode tout simplement. Maintenant, si vous avez fait la programmation procédurale ou fonctionnelle, on va parler de fonction. Donc, voilà. Donc, ne soyez pas embrouillés quand je dis méthode, fonction. En tout cas, c'est la même chose, c'est juste le jargon qui change. Méthode, tout simplement, pourquoi? Parce que la programmation orientée-objet. Fonction, pourquoi? Parce que c'est la programmation procédurale ou fonctionnelle. Donc, mais les deux restent la même chose. Voilà. Mais pour être beaucoup plus pur, hein, on va parler de méthode. Voilà. Parfait. Donc ici, j'ai donc cette méthode ici attend tout simplement le modèle, hein, que nous avons initialisé ici, notre modèle East Gradient Boosting Classifier, comme vous pouvez le constater. Et par la suite, qu'est-ce que je fais? Je vais donc récupérer les valeurs du shape, hein, les valeurs du shape qui sont tout simplement sur l'axe des abscisses, hein. Et là, qu'est-ce que je fais? Je récupère donc tout simplement cet objet explainer, ou si vous voulez, cette variable que je viens de créer. Donc voilà. Alors, ici, c'est tout simplement un objet, si vous voulez bien. Ça, pour ceux qui ont fait la programmation en objet, ils vont parler tout simplement d'un objet. Donc, explainer ici reste un objet. Je fais donc appel à cet objet. Et dans cet objet, tout simplement, je fais appel tout simplement à une méthode. Voilà. Donc, si je vais rester tout simplement en gardant le jargon de la programmation en objet, j'ai fait un cours là-dessus, hein. Vous allez voir, je pourrais mettre la description de la vidéo sur la programmation en objet en Python dans la description de cette vidéo, comme ça pourrait vous donner des idées, hein. Voilà, il y a une formation que nous avons faite, hein, sur l'algorithme et structure de données en langage Python, hein, et séparé en 4 parties. Donc la toute dernière partie, partie 4, c'est là où on a parlé de la programmation orientée objet, c'est-à-dire la PO, si vous voulez bien, en un mot. Parfait. Donc ne soyez pas choqués ou embrouillés avec ces jargons, ces mots-clés là. Voilà, c'est la même chose, c'est pas grave. Mais si vous voulez effectivement avoir plus de détails, n'hésitez pas d'aller jeter un coup d'œil sur cette formation-là, partie 4. Parfait. Donc, ici, on fait appel tout simplement à cette méthode ici, shape values, qui attend tout simplement les données du test. Voilà, ici, j'injecte tout simplement xtest. Voilà. Donc, ici, attend tout simplement les données du test. Comme on peut le voir ici, xtest. Parfait. Et par la suite, qu'est-ce que je fais? Ici, je vais donc visualiser, hein, je vais visualiser tout simplement ces informations-là en utilisant tout simplement shape.
bien sûr. Et la méthode ici, summary plot, pour effectivement afficher, tout simplement pour faire un petit résumé, pour avoir tout simplement cet échantillon-là, pour voir un peu l'impact tout simplement de mes features pour la prédiction, hein. Et donc là, disons, cette méthode, summary plot, prend tout simplement deux arguments. Rappelez-vous, quand on crée une méthode, hein, donc je vais rester dans le monde programmation orientée objet, quand on crée une méthode, lors de l'appel de cette méthode, les valeurs si lors de la création de cette méthode, vous avez mis des paramètres, c'est-à-dire à l'appel tout simplement de cette méthode-là, les valeurs des paramètres que vous allez remplacer, ce qu'on appelle tout simplement les arguments. Donc ici, je vais donc remplacer deux arguments ici. Donc cette méthode attend deux arguments, shape values, et ici, les données tout simplement du test qui est le x-test. Alors, les shape values, comme vous pouvez le constater, comme ce qu'on a fait pour avoir les shape values, ben, c'est tout simplement cette instance-là, si vous voulez, cet objet ici, shape values, qui fait appel tout simplement quoi à cet objet explainer qui fait quoi? On fait appel tout simplement à la méthode shape values et qui récupère tout simplement les données du test. Regardez comme ce qu'on a fait pour effectivement avoir tout simplement les shape values. Voilà. Et donc la méthode summary plot prend en compte tout simplement, prend ou attend deux arguments qui est les shape values et effectivement les données du test qui est le x-test, tout simplement. Parfait. Et par la suite, on valide tout simplement cette cellule et nous avons tout simplement ce graphique-là. Donc, nous avons ce graphique. Ayant ce graphique, et à partir de là, on peut donc interpréter tout simplement le résultat, c'est-à-dire ces graphiques. Alors, ne vous inquiétez pas, hein, on va interpréter cela. J'ai déjà effectivement fait les interprétations. On va pas trop galérer là-dessus. Parfait. Et donc là, j'ai fait un petit test, hein, pour évaluer mon modèle, hein. Je vais donc évaluer mon modèle avec des données du test que j'avais effectivement réservé pour cela, les 20%. Donc, j'utilise model.score ici, X test et puis Y test. Voilà. Et comme vous pouvez le constater ici, mon modèle ici, j'ai un score de 73% sur un arrondi à 74%. Vous voyez, c'est quand même pas vraiment intéressant. Alors, on va comprendre pourquoi nous avons ce score-là. Pourquoi nous avons ce score-là? Alors, regardez ici, composant du graphique. Si vous voulez effectivement comprendre ce graphique-là, alors je l'ai écrit, hein, comme ça vous allez effectivement, on va lire ensemble pour qu'on puisse comprendre ensemble. Regardez ici, l'axe des ordonnées qui est tout simplement l'axe vertical, hein, représente les différentes caractéristiques features. Quand vous voyez features, on fait appel tout simplement aux caractéristiques. Quand on dit caractéristiques, mais c'est tout simplement cette variable qu'on peut le voir ici, c'est grand X que vous pouvez voir depuis le début ici, hein, depuis le début que nous avons fait la séparation tout simplement de nos variables là. Justement, c'est ça en fait les caractéristiques. Vous voyez, c'est ces variables-là qu'on qu'on fournit tout simplement au modèle, hein. Voilà, c'est ça en fait les caractéristiques tout simplement. Donc les caractéristiques ici, c'est tout simplement les variables privées de la variable cible Y. C'est ce qu'on appelle les features, c'est-à-dire les caractéristiques. Parfait. Qui est une matrice, bien sûr. Alors, qu'est-ce qui va se passer ici? Donc la suite, c'est quoi? Utilisé par le modèle. Voilà, ce sont les caractéristiques utilisées par le modèle. Dans ce cas, il y a quatre caractéristiques. Voilà, et feature 2, feature 1 et feature 0 et feature 3. Ce sont nos caractéristiques que nous avons fournies au modèle, hein, bien sûr. Et puis, le deuxième point, nous avons l'axe des abscisses qui représente tout simplement l'axe horizontal, hein, représente les valeurs shape. Voilà, pour trouver les valeurs shape, c'est ce que nous avons fait ici. Pour trouver les valeurs shape ici, justement, shape values, qui est tout simplement cet objet point, la méthode depuis cet objet, hein, shape values, qui attend tout simplement nos données d'entraînement x-test. Voilà, c'est comme ça que nous avons fait pour trouver les shape values. Alors la suite c'est quoi? Ces valeurs indiquent, comme peut le voir, indiquent l'impact de chaque caractéristique sur la sortie du modèle. Vous voyez, c'est ce que vous voyez ici, ces valeurs-là. Donc les shape values, c'est tout simplement les valeurs que vous voyez sur l'axe des abscisses, c'est-à-dire horizontal, c'est-à-dire -2, -1, 0, 1, 2 et 3. C'est ce qu'on appelle tout simplement les shape values. Voilà. Alors, on continue. Troisième point. Voilà. Les shapes, les valeurs shape négatives. Non, non, nous sommes ici. Les valeurs shape positives à droite. Donc, les valeurs shape positives à droite. À droite, c'est justement après zéro. Comme vous voyez, toutes les valeurs qui viennent après zéro, c'est ce qu'on appelle les shapes positives, c'est-à-dire les valeurs des shapes positives. Voilà. Et puis, les valeurs qui viennent juste avant zéro, ce qu'on appelle les valeurs des shapes négatives. Voilà. Donc, justement, si on déroule tout ceci, on scroll,
ouais, indique que les caractéristiques a contribué à augmenter la sortie du modèle. Je répète encore, les valeurs shape positives à droite de 0, ce que je disais, indiquent que la caractéristique a contribué à augmenter la sortie du modèle. C'est ce que nous avons. Et puis, les valeurs shape négatives à droite de 0, non, à gauche des 0, indiquent que la caractéristique a contribué à diminuer la sortie du modèle. Vous voyez, donc ça impacte négativement le modèle. Et puis, l'autre point, plus la valeur absolue de la valeur shape, voilà, est grande, plus l'impact de la caractéristique sur la sortie du modèle est important. Vous voyez? Points colorés, c'est-à-dire les points colorés. Chaque point représente une instance, entre parenthèses, un échantillon de données. La couleur du point indique la valeur de la caractéristique pour cette instance selon la légende de la couleur. Premier point, le point bleu représente les valeurs faibles de la caractéristique. Vous voyez, donc si je reviens ici, donc les points bleus représentent tout simplement les valeurs faibles de la caractéristique. La caractéristique ici, on fait allusion à quoi? Tout simplement à la variable, c'est-à-dire donc, quand on dit caractéristique ici, on fait allusion à une variable que nous avons fournie à notre modèle. Mais quand on dit caractéristique au pluriel, ce sont les variables que nous avons fournies tout simplement au modèle. Vous voyez? Donc, parmi ces caractéristiques, nous avons ici donc, parmi ces caractéristiques, nous avons tout simplement les informations concernant tout simplement les valeurs faibles et les valeurs fortes. Donc, quand vous voyez tout simplement la valeur, c'est-à-dire la couleur bleue, ça signifie tout simplement la valeur est comment? Faible, impacte négativement le modèle. Quand vous voyez la couleur rouge, ça veut dire que ça impacte positivement le modèle. C'est ce que ça signifie en gros. Donc, je vais dérouler ici pour poursuivre la lecture, hein. Les points rouges représentent les valeurs élevées. Vous voyez, ce sont les valeurs élevées de la caractéristique. Voilà. Et ensuite, c'est quoi? Interprétation caractéristique individuelle. Donc, on va donc faire une interprétation par caractéristique. Features 3. Donc, features 3 représente quoi? Si je remonte justement ici, donc 1, 2, 0, 1, 2, 3. Ce qui est tout simplement le sexe. Feature 3, c'est le sexe ici. Alors, qu'est-ce que cette caractéristique ou encore cette features nous donne comme information sur l'impact tout simplement au modèle? Les valeurs de faible feature, c'est-à-dire bleu, tendent à avoir une valeur sharp négative. On va essayer un peu de voir ensemble, là. Ouais, il y a beaucoup de valeurs ici négatives. Pourquoi? Parce que nous avons une couleur bleue ici. Ce sont des valeurs négatives. Ouais. Et si je déroule, voilà. Ce qui signifie qu'elle diminue le résultat prédit par le modèle. Vous voyez, ça diminue le résultat. Raison pour laquelle vous pouvez constater ici le score du modèle. Ici, nous avons 73%, sur un rendu à 74%. Vous voyez, c'est vraiment faible. Hein, c'est pas vraiment un score intéressant. Vous voyez? Et donc, qu'est-ce qui se passe? Je continue la lecture. Les valeurs de features élevées rouges, cette fois-ci, nous avons la partie rouge également, ont tendance à avoir une valeur sharp positive, ce qui signifie qu'elle augmente le résultat prédit par le modèle. Pourquoi? Parce que cette variable feature CD qui est le sexe feature 3, nous avons des valeurs négatives à gauche et nous avons les valeurs négatives à droite. Justement, cette barre-là que vous voyez, comme vous le voyez tout simplement cette barre ici, qui commence à partir de 0 aussi. Rappelez-vous, on a dit que toutes les valeurs qui viennent avant 0, ce sont des valeurs négatives qui impactent négativement le modèle. Et toutes les valeurs qui viennent après 0 impactent positivement le modèle. Vous voyez? Et ça nous donne une interprétation beaucoup plus claire et une bonne prise de décision. Quelles sont les variables qui seront sélectionnées pour entraîner notre modèle? Vous voyez? Donc là, on a déjà une interprétation là-dessus. On peut faire la même chose aussi avec d'autres variables. Regardez ici, on ne va pas continuer à lire tout ceci. Regardez, on va continuer à lire tout ceci, hein. Donc c'est le même principe, hein. Alors, je mettrai tout simplement ce fichier notebook, hein, sur mon compte GitHub. Donc, il y aura un lien que vous allez retrouver dans la description de cette vidéo. Vous allez cliquer pour aller télécharger ce fichier-là. Comme ça, vous allez effectivement lire, hein, l'interprétation de chaque caractéristique par rapport à ce visuel que nous avons ici. Voilà. Donc, libre à vous de puiser cela et de comprendre. L'interprétation, effectivement, reste la même. Mais en gros, comme vous pouvez le constater, euh, pour la feature en ici, qui est tout simplement quoi? Quelle est cette variable feature en? Voilà, 0, 1. Donc, qui est l'âge, hein. Vous pouvez voir ici, c'est l'âge feature en. Regardez ici. On a tendance ici à avoir les valeurs
Donc, c'est-à-dire les valeurs positives à partir, c'est-à-dire justement à gauche des zéros, hein, avant zéro, et également les valeurs négatives. Donc, ça complique tout simplement la prédiction tout simplement du modèle. Si on essaye tout simplement de comprendre tout ceci, cette interprétation, regardez ici. Cette feature semble avoir un impact plus complexe. Vous voyez pourquoi c'est complexe? Ben, c'est parce que nous avons les rouges, alors que les rouges puissent être uniquement après zéro, vous voyez, mais on retrouve les rouges avant zéro. Et du coup, ça devient très complexe. Donc, cette variable-là devient très complexe. Raison pour laquelle la personne qui, c'est-à-dire ce dataset-là, regardez ce dataset, si on regarde tout simplement qu'est-ce qui vient, l'âge, vous voyez l'âge ici. Donc, c'est une variable très complexe. Vous voyez, c'est une variable très complexe et qui complique tout simplement la prédiction tout simplement de notre modèle. Raison pour laquelle vous pouvez constater sur l'interprétation de cette caractéristique, hein, donc feature 1, cette feature semble avoir un impact plus complexe. Pourquoi? Il y a une dispersion, voilà, dispersion de quoi? Des points à la fois pour les valeurs faibles et élevées des features. C'est normal, ce qui indique que l'impact de cette feature sur la prédiction du modèle est plus complexe et peut dépendre d'autres features. Vous voyez, donc il faut ajouter d'autres features qui vont effectivement pallier ce problème-là. Parce que cette variable est très complexe. Sûrement, cette variable âge est liée avec d'autres variables que nous avons négligées ici de notre dataset. Parce que ici, c'est justement un échantillon de nos données parce que je n'ai pas voulu prendre toutes les features, c'est-à-dire toutes les variables ici. Donc, vous voyez, donc ça signifie que cette variable âge est liée avec d'autres variables que nous avons laissées abandonner tout simplement notre dataset ici. Voilà pourquoi c'est très important. C'est très important de comprendre tout cela. Voilà, de faire la sélection tout simplement des variables avant tout simplement d'avoir un modèle final, tout simplement de vos euh, modèles machine learning, bien sûr. Donc, avant de construire vos modèles, il est vraiment impératif parce qu'il serait mieux effectivement de, de prendre toutes ces variables-là parce que nous avons abandonné d'autres variables et du coup, cette variable h devient donc, cette variable h, c'est-à-dire cette feature h, devient donc automatiquement une variable ou encore une feature complexe parce que nous avons des valeurs de part et d'autre dispersées. Donc sûrement c'est lié, il y a donc une corrélation avec sûrement une variable que nous avons négligée ici de notre dataset. Donc le mieux serait de fournir tout simplement à Sharp tout simplement toutes les caractéristiques hein, toutes les caractéristiques de nos datasets. Comme ça, on verra quelles sont des bonnes variables ici qu'on peut effectivement sélectionner pour entraîner notre modèle. Vous voyez, c'est très important. Voilà. Et donc pour la feature, on va aller pour la feature 2. Qu'est-ce que nous avons ici comme interprétation? De la même manière que pour la feature 3, il y a une certaine distinction entre les valeurs élevées, c'est-à-dire rouge, et les valeurs faibles, c'est-à-dire bleu. Les valeurs élevées de la feature ont tendance à déplacer la prédiction vers la droite, vous voyez, vers la droite, entre parenthèses, augmentation du résultat. Tandis que les valeurs faibles déplacent la prédiction vers la gauche, diminution du résultat. On va essayer un peu de voir feature 2. Vous voyez, donc on a des petites valeurs ici, vous voyez, rouge ici, hein, c'est tout simplement les échantillons, hein. Donc ici, nous avons des bleus à gauche et à droite. Nous avons aussi des rouges à gauche et à droite. Et donc, du coup, cette variable, cette feature aussi devient donc une variable, c'est-à-dire une feature complexe. Donc, sûrement, il y a une corrélation avec d'autres variables que nous n'avons pas pris dans notre dataset. On n'a pas tenu compte, en fait, de d'autres features de nos datasets. Ouais. Alors, il serait donc mieux de fournir tout simplement à Sharp toutes les features bien sûr, hein, exclut la variable, c'est-à-dire la target, c'est-à-dire la variable cible qui est Y, qui est tout simplement la variable sauvage. Vous voyez? Donc, du coup, on se retrouve avec des variables complexes. Voilà. Donc, le mieux serait de fournir tout simplement à Sharp, à cette bibliothèque, toutes les variables, c'est-à-dire toutes les caractéristiques, sauf la variable cible. Et à partir de là, on pourra effectivement comprendre qu'est-ce qui se passe, la corrélation entre les variables et quels sont des biens jugés, quelles sont des variables qu'on peut sélectionner pour notre modèle que nous allons construire. Ouais. Donc, c'est très important. Je reviens là-dessus sur la feature 2, hein, comme vous pouvez le voir, hein, justement. Et voilà, nous avons tout ceci, tandis que les variables se déplacent à la prédiction vers la gauche, diminution du résultat. Alors, la feature 0, qui représente quoi? Quelle variable? Si je remonte là, c'est la variable P classe. Donc, ce sont des classes.
des passagers tout simplement du Titanic, hein. Alors, quand on remarque ici vraiment, là aussi c'est vraiment c'est vraiment du n'importe quoi dans le sens où, regardez cette feature 0. Alors, les valeurs élevées se retrouvent ici à gauche. C'est aberrant, vous voyez. Et par contre, on retrouve une grande partie des valeurs ici négatives, c'est-à-dire de la couleur bleue à droite. Donc c'est l'inverse carrément, vous voyez, c'est carrément l'inverse. Raison pour laquelle bon, on se retrouve avec ce score-là de 73%. Vous voyez, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc ici, ce qu'il fallait faire, c'est fournir tout simplement à Sharp toutes les caractéristiques tout en éliminant la cible Y. Et à partir de là, sûrement, il y a une corrélation entre les variables et on pourrait se retrouver avec des features intéressantes, hein, pour la sélection tout simplement de notre modèle, pour la construction de notre modèle. Ouais. Donc, nous avons cette interprétation-là de chaque features. Ouais. Voilà. Donc, si on remarque la features qui est beaucoup plus intéressante ici, c'est la features 3. Pourquoi? Parce que respecte tout simplement cette barre-là. Vous voyez, à gauche des zéros, nous avons les bleus, et à gauche à droite des zéros, nous avons les rouges. C'est vrai, sauf que on a une grande partie tout simplement des données qui sont faibles ici, hein, qui impactent tout simplement notre modèle ici. Vous voyez, c'est un peu ça. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe la suite? Principale conclusion, nous avons ici l'importance relative des caractéristiques peut être réduite de la plage des valeurs SHAP. Plus la plage est tendue, plus la feature a le potentiel d'affecter la sortie du modèle. Vous voyez? Pourquoi? Parce que vous allez vous retrouver ici avec beaucoup de valeurs ici, des échantillons tout simplement de nos variables, c'est-à-dire de nos valeurs, hein, de chaque feature ici, plus élevées. Vous voyez ici, c'est beaucoup plus concentré le bleu ici, hein. Et là également, de part et d'autre, nous avons des bleus qui impactent même les rouges ici, hein. Vous voyez? Et là également, nous avons des bleus. Et voilà. Voilà pourquoi on se retrouve avec ce score-là. Donc, je déroule, hein, comme vous pouvez le constater. Et deuxième point, cette visualisation permet de comprendre non seulement quelles features sont importantes, mais aussi comment leurs valeurs affectent les prédictions du modèle. Cela permet d'identifier des relations non linéaires ou complexes entre les features et la variable cible. Vous voyez, la variable cible ici qui est tout simplement la variable solvable, qu'on veut prédire tout simplement. Vous voyez, dans un résumé, ce graphique fournit une vue d'ensemble de façon dont chaque feature influence la sortie du modèle, tenant compte à la fois de la valeur de la feature et de son impact sur la prédiction. Vous voyez? Donc, dorénavant, si vous voulez par exemple faire la sélection de vos features, de vos caractéristiques, hein, et il est très important, ou encore ça sera très intéressant de passer par cette bibliothèque SHAP pour avoir une interprétation, quelles sont les bonnes variables pour construire mon modèle de machine learning. Vous voyez, comme ici, moi ce que j'ai fait ici, justement là, je n'ai pas tenu compte en fait de ces features-là. J'ai juste pris quelques features, j'ai juste un échantillon, vous voyez, de mon dataset, hein, pour essayer un peu de voir ce que ça donne. Mais je me rends compte ici qu'il ne fallait pas le faire. Pourquoi? Parce que il y a des variables complexes, vous voyez, et on se retrouve avec des valeurs bleues, rouges de part et d'autre, vous voyez, après 0 et avant 0, à gauche et à droite, vous voyez, donc le mieux serait tout simplement de fournir à chaque toutes les caractéristiques de mon dataset et à partir de là, Sharp va s'en charger de trouver la corrélation entre des variables et du coup, je devais avoir effectivement une bonne visualisation et une bonne représentation tout simplement de chaque features et quelle serait effectivement parce qu'à partir de là, de ces features-là, je ne vois pas quelle est la variable ici que je peux sélectionner pour construire mon modèle, vous voyez? Et donc là, il y a des informations manquantes en fait. Il manque d'informations, des précisions sur certaines variables, comme l'âge ici. Vous allez constater comme l'âge et cette variable features 2 ici, il manque d'autres variables qui sont en corrélation avec ces variables-là, que j'ai effectivement abandonnées, que je n'ai pas pris en compte dans mon dataset. Ouais, donc c'est une mauvaise décision que j'ai prise. Vous voyez, c'est très important de comprendre tout ceci. Voilà. Donc sûrement la variable âge, donc la variable âge, la variable je peux classe au même sexe, il y a donc une corrélation avec d'autres variables ici que nous n'avons pas tout simplement, lors de la sélection de nos features ici X. Vous voyez? Donc, cette prise de décision, elle est donc biaisée, elle n'est pas bonne. Il veut donc donner tout simplement à X toutes ces variables-là, que vous voyez du dataset là, excepté tout simplement la variable sauvable qui est la variable target. Voilà, c'est ce qu'il fallait faire tout simplement. Vous voyez? Donc, on part tout simplement en fait, tout simplement d'un échantillon, mais on se rend compte que bah, la décision que nous avons prise, elle n'était pas la bonne. Donc,
Il faut donc réessayer. Cette fois-ci, ce qu'il faut faire, c'est quoi? Ben, donner tout simplement à Sharp toutes ces variables que vous voyez ici, sauf la variable cible qui est sauvable, qui est cette variable qu'on veut prédire. Et donc, à partir de là, Sharp va donc trouver la corrélation entre les variables et donc faire effectivement nous donner une visualisation. Et à partir de là, on va donc sélectionner uniquement les features qui sont effectivement justement à droite, qui impactent positivement euh, la prédiction, c'est-à-dire notre modèle que nous avons effectivement sélectionné ici, qui est tout simplement le modèle East Gradient Boosting Classifier. Alors, si ce modèle nous donne en fait des mauvaises euh, prédictions, alors on a fait un mauvais choix en sélectionnant tout simplement ces variables, ces features. On aurait dû effectivement prendre toutes les features et donner effectivement à Sharp. Et Sharp devait s'en charger, trouver la corrélation. Et sûrement, on devait se retrouver avec des features, voilà, avec des bonnes valeurs, c'est-à-dire qui impactent positivement le modèle ou encore la prédiction. Vous voyez? Alors, si effectivement le modèle que vous voyez ici, East Gradient Boosting Classifier, vous donne ces résultats, vous pouvez donc changer le modèle, hein, libre à vous de changer le modèle, de jouer quel est le modèle qui peut effectivement aller avec vos features. Ouais, et c'est très important. Voilà. Et à partir de là, à partir de ce graphique, vous pouvez donc prendre une décision pour la sélection tout simplement de vos variables, de vos features, pour la construction de votre modèle de machine learning. Vous voyez, ça peut être très intéressant. Voilà un peu les amis, ce que je voulais partager avec vous. Alors les amis, si vous voulez par exemple la documentation, aller plus loin avec cette bibliothèque, hein, justement, je vais mettre le lien du site officiel de Sharp dans la description de cette vidéo. Comme ça, vous allez voir d'autres fonctions que vous pouvez utiliser avec Sharp pour visualiser vos features, hein. Comme ça, vous aurez une bonne prise de décision sur vos features pour la construction de vos modèles machine learning. Ouais, vous avez le site officiel ici, vous avez des exemples tabulaires du texte et bien d'autres. Donc ici, vous allez retrouver toutes les informations concernant cette bibliothèque, c'est le site officiel. Donc je mettrai le lien dans la description de cette vidéo. Par exemple, ici, on parle de les modèles linéaires, qu'on peut voir ici, des explications avec du code. Voilà, vous avez toutes les informations ici sur le site officiel. Vous pouvez constater, hein. Donc voilà. Et, je mettrai donc ce lien dans la description de cette vidéo. Comme ça, libre à vous d'aller plus loin sur cette bibliothèque. Voilà un peu. Voilà. Sur ce, je vous invite de vous abonner, d'activer la cloche de notification et de partager cette vidéo. Merci et au revoir.